Vous faites bien de rester sur la radio nationale du Mali, les 13h sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Moussa Papa Aïdara. La première édition du Forum international de la diaspora malienne a fermé ses portes. Nos compatriotes établis à l'extérieur retournent avec un sentiment de satisfaction quant à l'échange qu'ils ont eu avec les autorités et les recommandations formulées au cours des 3 jours d'activité. Belle moisson des douanes maliennes, 2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées sont désormais entre les mains des douanes. Comment l'opération s'est déroulée? Yaya Konaté nous l'expliquera dans quelques minutes. Est-ce que vous saviez que 43% des accidents de la route en 2024 sont dus à l'excès de vitesse au Mali? La thématique est d'ailleurs au cœur de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Pour en parler, nous recevrons comme invité dans ce journal Issa Bakari Traoré, directeur général adjoint de l'ANASER. L'actualité internationale nous conduira à Doha, où une déclaration de principe censée conduire à un accord de paix durable dans la République démocratique du Congo a été signée bien sûr entre le groupe armé M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et puis au Soudan, le tout nouveau Premier ministre Kamel Idriss a effectué une visite à Khartoum pour la première fois depuis sa prise de fonction en mai. Sport football, le club champion du Mali du foot féminin sera connu ce dimanche à l'issue de la dernière journée de la phase Caridas du championnat national de première division avec l'affiche USFAS AS Mandé. Et dans le bloc santé, on fera un tour à Tombouctou pour voir le savoir-faire des kinésithérapeutes du centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de la région. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du 13h dimanche. Fin hier à Bamako de la première édition du Forum international de la diaspora malienne. L'initiative portée par le département en charge de la diaspora vise à magnifier et à mettre en exergue le rôle que jouent nos compatriotes vivant à l'extérieur dans le développement du Mali. Cette première édition a suscité une forte mobilisation de la diaspora à travers le monde. Durant 3 jours, les participants ont débattu et ont formulé des propositions et recommandations autour de plusieurs thématiques qui ont permis de consolider la confiance entre l'État et la diaspora malienne. Ardu Matina nous fait le point de la cérémonie de clôture. Ces cadres d'échange de 3 jours, initiés par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, à la faveur de la première édition du Forum international de la diaspora, a été l'occasion de passer au peigne fin les problèmes auxquels nos compatriotes vivant à l'extérieur sont confrontés. Les 3 jours de débat autour de 7 panels et une table ronde ont été sanctionnés par des recommandations. Tangara Nema Guindo, présidente de la commission d'organisation du Forum international de la diaspora. Régionaliser le Forum international de la diaspora et favoriser les investissements croisés, notamment à l'échelle de l'AES. Prendre des mesures idoines pour restaurer la confiance de la diaspora et mobiliser son potentiel. Reconnaître la diaspora comme une entité administrative. Créer des guichets uniques dans les missions diplomatiques pour faciliter l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets. Créer une interdépendance économique forte pour consolider l'intégration régionale. Améliorer l'accès à l'information pour favoriser les investissements. Renforcer la coordination entre les acteurs d'accompagnement et les porteurs de projets. Sylvia Ekra, directrice régionale de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest. Face à cette diaspora, ce forum confirme que la diaspora malienne n'est pas en périphérie des enjeux nationaux. Elle est au centre, force d'innovation, levier de résilience, partenaire de solutions. La première édition du Forum international de la diaspora aura tenu toutes ses promesses. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Saluer la forte mobilisation de notre diaspora, venue d'au moins 66 pays à travers le monde, ont irrigué les débats, ont fait des propositions, ont fait des recommandations. Je pense que nous avons consolidé la confiance entre l'État et sa diaspora, reconnaissance envers le président de la transition, chef de l'État,
son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour avoir cru en nous et en cette proposition, en ce projet de forum. Reconnaissance envers l'ensemble des membres du gouvernement. Une mention de reconnaissance spéciale au ministre de l'AIS. Plus que de la satisfaction, c'est carrément un espoir de co-construire, de co-développer entre nous, État et notre diaspora. Lors de la cérémonie de clôture, des motions de reconnaissance et de remerciements ont été adressées, entre autres, au président de la transition, chef de l'État, pour avoir initié la tenue de ce forum, au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, au ministre de l'espace AIS qui ont assisté au forum, au ministre modérateur, aux experts, aux participants, aux investisseurs de la diaspora et à la Commission nationale d'organisation. À travers ces forums, le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine inscrit durablement ses actions dans la dynamique des refondations nationales en cours. Sur un tout autre plan, 2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées. Ce sont là les dernières saisies en date opérées par les douanes maliennes dans leur mission de protection de l'économie nationale, de la santé publique et du consommateur. Un succès opérationnel d'envergure rendu possible grâce aux renseignements douaniers et aux dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude. La valeur des boissons alcoolisées saisies avoisine le milliard de francs CFA. Quant aux explosifs, il s'agit d'un enjeu sécuritaire dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Yaya Konaté pour les détails. Ils croyaient pouvoir se faufiler entre les mailles du filet pour déverser leurs produits dangereux sur le marché. Mais c'est ici, dans les entrepôts des douanes du Mali, que ces camions ont été conduits avec leur cargaison explosive au sens propre du terme d'un côté et au figuré de l'autre. Pour ce qui concerne la première saisie, il s'agit, tenez-vous bien, de près de 2 tonnes d'explosifs soigneusement dissimulés derrière des cartons de produits pharmaceutiques eux-mêmes contrefaits dans un camion en provenance d'un pays de la sous-région. Un chargement à très haut risque avec de gros enjeux sécuritaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Amadou Sanogo, directeur du renseignement et de la lutte contre la fraude à la Direction générale des douanes. Cette saisie porte sur 15 915 unités d'explosifs. La saisie a été opérée comment? C'est sur la base d'exploitation des renseignements et qui a abouti à un ciblage d'un camion en provenance de la sous-région. Les produits étaient dissimulés avec une quantité importante de produits pharmaceutiques en dessous d'autres marchandises. Donc, ni était l'exploitation du renseignement, c'est pas possible. La deuxième saisie présentée ce jour par les douanes du Mali s'est opérée le 15 juillet dernier quand une patrouille de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude file et intercepte à la périphérie de Bamako 3 camions qui déchargeaient leur cargaison. Il s'agit de 6 conteneurs de boissons alcoolisées dissimulées derrière des boissons énergétiques. La marchandise n'est certes pas en elle-même prohibée, mais les véhicules à immatriculation étrangère avaient tout mis en œuvre pour contourner et dépasser le bureau de dédouanement. Cela dans un contexte où l'État malien a adopté des mesures fiscales renforcées avec une taxation spécifique sur certains produits, notamment les boissons alcoolisées. Les équipes de patrouille ont saisi sur la base des renseignements précis aux alentours de Bamako et plus précisément Bagneda, plus de 16 000 cartons de boissons alcoolisées à 18% de taux d'alcool. Donc, cette saisie a été effectuée en total contournement de la procédure douanière. Heureusement que les services de surveillance sont là pour mettre l'État dans ses droits. Entre opérateurs indélicats, contrebandiers et autres faussaires et les agents des douanes, on rivalise sans cesse d'ingéniosité, mais les soldats de l'économie ont la plupart du temps une longueur d'avance grâce au renseignement et à un dispositif qui fait ses preuves tous les jours. On a un dispositif qui est là, qui est basé sur l'instruction 4 sur les renseignements douaniers. Cette instruction, d'ailleurs en relecture, est flexible et s'adapte à toute situation. Et c'est ce qui nous permet de faire des résultats probants aujourd'hui. Si la valeur marchande des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA, celle des explosifs se mesure plutôt à la dimension sécuritaire dans un environnement trouble. Et au-delà des aspects économiques, les douanes du Mali restent déterminées à accomplir toutes les missions à elles confiées, en l'occurrence celles qui concernent la protection des consommateurs, mais aussi de la santé publique. Radio Mali à Tombouctou et environ 99,9 MHz en FM.
Je vous emmène à Tombouctou qui doit abriter très bientôt la Biennale artistique et culturelle. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mahmoud Daffé, a échangé avec les autorités régionales et les membres de la commission régionale d'organisation de la Biennale. Il s'agissait de faire le point des préparatifs et donner de nouvelles orientations pour la réussite de l'événement. Selon le ministre, ces échanges ont été fructueux et permettront d'insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation. De Tombouctou, Idrissa Gouloussissoko. Dans le cadre des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025, le ministre de la Culture a échangé avec les membres de la commission régionale d'organisation. Il s'agissait de faire le point des préparatifs afin que tous les acteurs soient au même niveau d'information quant à l'exécution des objectifs fixés. Isiaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Chaque jour qui se passe, chaque mois qui se passe, toutes les préoccupations, toutes les attentions sont tournées vers la Biennale à Tombouctou. Au regard des échanges qu'il a eus avec les membres de la commission régionale d'organisation, le ministre s'est dit très satisfait du niveau des préparatifs et a invité les uns et les autres à plus d'engagement pour une réussite totale de cette fête de la culture malienne. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ville malienne de Tombouctou très engagée, très dynamique pour donner au Mali et au monde entier un événement unique qui va rassembler les Maliens, mais aussi qui va être un moment de revitalisation culturelle, un moment de promotion et un moment de renaissance des 19 régions du Mali et du district de Bamako. Donc ça va être un moment très fort de l'unité nationale qui va être affirmé par la culture et tout ceci dans une dynamique d'année de la culture. Auparavant, le ministre avait visité les salles de spectacle Ali Farka Touré et le CEDRAP, dont les travaux de rénovation ne seront plus tardés. Tombouctou, Idrissa Gouloussissoko, Maulou Tandina pour l'ORTM. 13h11. Parlons de circulation routière. Vous le savez certainement, le ministère des Transports et des Infrastructures a lancé lundi à Maracaforo, région de Koulikoro, la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'événement piloté par l'Agence nationale de la sécurité routière s'est déroulé sous le thème « Excès de vitesse, un danger mortel sur la route ». Au Mali, il s'agit bien de 27% des accidents de la route enregistrés en 2024 qui sont dus à l'excès de vitesse. À mes côtés, Issa Bakari Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'ANASER. Eh bien, d'abord, restons sur ces chiffres, 27%, ces chiffres qui donnent des sueurs froides en tout cas. Comment expliquez-vous que 27% des accidents de la route enregistrés en 2024 sont dus à l'excès de vitesse? Merci beaucoup, monsieur. Selon, vous savez, chaque année, l'ANASER procède à un atelier qu'on appelle l'atelier de validation des statistiques d'accidents de la circulation routière. Et cet atelier est organisé par l'ANASER et en partenariat, sinon pratiquement et tous les autres départements sectoriels sont impliqués, et que ce soit la sécurité, la protection civile, il y a également les CHU, les services des urgences des hôpitaux également qui prennent part également. Donc toutes ces structures que je viens de citer amènent également leurs données en matière d'accidents de la circulation routière. Donc c'est ces données-là également qui sont compilées et au finish également, et on procède également à l'harmonisation. L'harmonisation pour avoir des statistiques fiables de la circulation routière. Bon, à la lumière, sinon au constat de ces données, il s'est avéré également, selon ce que également on compile, et que sur les 7673 cas d'accidents enregistrés en année 2024, il y a eu 8882 cas de blessés graves et blessés légers, qui est fait également 782 tués. Donc en matière d'accidentologie, on ne parle pas de morts, on ne parle pas de décès, mais plutôt de tués. Plutôt de tués. Donc maintenant, dans cette part-là, il y a l'excès de vitesse également qui s'est taillé la part du lion, comme on l'a dit, et avec 27% de cas d'accident et 30% de blessés et 40% de tués.
Et est-ce qu'il y a-t-il une tendance à la hausse ou à la baisse des accidents liés à la vitesse par rapport aux années précédentes? Oui, cette année, il y a eu une tendance. Il y a eu une tendance un tout petit peu. La tendance à. Il n'y a pas de pic. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite baisse. D'accord. Une petite baisse. Très bien. Et quelles sont les actions concrètes que la NASER mène pour lutter spécifiquement contre l'excès de vitesse? Vous savez. Lors du lancement, je ne sais pas si vous êtes là, il y avait eu quand même l'acquisition des radars de dernière génération qui peuvent flasher plus de 10 véhicules successivement, et surtout avec des images également de ces différents véhicules qui sont flashés. Donc voici les éléments sur lesquels, y compris le contrôle routier. Le contrôle routier, que ce soit en urbain, que ce soit en interurbain. Dans ce contrôle routier, il y a la sensibilisation, il y a la formation. Et il y a l'éducation également. Et ce contrôle routier permet également de dissuader également ceux qui sont en incivilité par rapport aux excès de vitesse. Donc voici les actions phares que la NASER est en train de mener en ce qui concerne ce fléau qui est l'excès de vitesse. Surtout l'utilisation des radars de dernière génération, y compris le contrôle routier qui sont pratiquement permanents sur les grands axes routiers. Normalement, à Bamako, on ne doit pas dépasser combien de kilomètres? Normalement, c'est ce qu'on appelle en agglomération. À Bamako, nous sommes en agglomération. En agglomération, on ne doit pas dépasser 50 km à l'heure. Et quand on va à rase campagne, c'est-à-dire en interurbain ou bien entre les villes, la vitesse réglementée, c'est 90. Et quand on va également à la traversée des villages, la vitesse réglementée reste également à 50. Très bien. Mais quand même, quand vous prenez également le code de collectivité, le maire peut amener à prendre des arrêtés municipaux qui peut ramener également la vitesse en dessous de 50 km dans sa juridiction. Ok. Ça veut dire que même quand on est pressé... non, même quand on est pressé, mais c'est ça. On est tous pressés, mais parfois on est pressé. La seconde qu'on prend sur la vitesse peut fausser une vie. Exactement, c'est vrai. Et ces radars de contrôle qui ont été mis en place, ces radars sont utilisés? Non, ces radars sont utilisés depuis le jour du lancement, le 14, les radars sont utilisés. Les radars sont utilisés depuis le 14 jusqu'à la date d'hier. Et à la date d'hier, parce qu'on a pris toute une semaine, parce que la semaine c'était du 14 au 19. Et depuis le 14, les gens sont sur le terrain. Les gens sont sur le terrain, les agents de la NASER sont sur le terrain avec la police et la gendarmerie, y compris les membres du comité national de sécurité routière, qui est quand même un autre organe également avec lequel la NASER travaille, y compris les associations de sécurité routière. Donc la police qui s'occupe également de la ville, en agglomération, dans les grandes villes et les régions, et la gendarmerie en interurbain. Très bien. Vous êtes quand même à la 21e édition, hein, et quels sont les résultats concrets obtenus suite aux précédentes éditions de la Semaine nationale de la sécurité routière? C'est ce que je disais tout de suite, quoi. Vous savez, chaque année, il y a une thématique. Une thématique par rapport également au pic des accidents. Très bien. Et quand vous prenez l'édition 2019, parce que nous sommes à la 3e, l'édition 2019, c'était carrément les compagnies de transport qui étaient plus impliquées dans les accidents de la circulation routière. Donc, une grande campagne d'information, de sensibilisation et de formation à l'endroit des conducteurs de ces compagnies-là a été organisée et dans pratiquement toutes les gares routières sur l'ensemble du territoire national. Donc, l'année 2020, nous avons vu également cette campagne a porté ses fruits. Donc les compagnies n'étaient pas trop impliquées dans les accidents. Mais l'année passée, en 2023, il y a également, nous avons pris une thématique qui est téléphoner, choisir le téléphone. Ou conduire. Très bien. Donc cette année aussi, nous sommes par rapport à l'excès de vitesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand le thème est pris et qu'il y ait quand même une sensibilisation accrue, il y a quand même au moins, on arrive à avoir des résultats. Donc progressivement, cette année, nous sommes sûrement vers l'excès de vitesse. Avec les acquisitions qu'on vient d'avoir, sûrement que l'année prochaine, peut-être on passe à autre chose que l'excès de vitesse. Est-ce que vous avez prévu des sanctions Évidemment. Quand vous prenez les excès de vitesse par rapport aux motos, aux cyclomoteurs, et pratiquement l'amende c'est contraventionnel, c'est 5 000 francs. Et par rapport aux véhicules légers, c'est 15 000 francs. Et les poids lourds, c'est 18 000 francs. C'est inscrit dans le code de la route. Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux usagers de la route, notamment aux jeunes conducteurs, à l'occasion de cette 21e édition? Et ce que je voudrais dire par rapport aux usagers de la route, et nous sommes tous usagers, quand vous partez dans les hôpitaux, pratiquement, vous trouverez qu'une mère est en train de pleurer son fils.
Et une femme plaire également son épouse. Donc, je voudrais dire à tout le monde de respecter la vitesse réglementaire, car une minute avancée peut faucher également une vie. C'est vrai. Donc, soyons prudents pour arriver à bon port. Vigilance et prudence. Exact. Merci beaucoup, monsieur le directeur général adjoint de l'ANASER. À l'instant, nous étions avec Issa Bakary Traoré. Merci d'être passé par là. Merci beaucoup, mon frère. Suite de ce journal, juste après ce qui suit. International à prison. Après 3 mois de pourparlers, le groupe armé M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont signé hier samedi à Doha une déclaration de principe censée conduire à un accord de paix durable dans l'est du pays. Vous suivez ce dossier avec nous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Moussa Papaïdra. Alors, quels sont les détails de cet accord? D'abord, les signataires s'engagent à mettre en œuvre des mesures de confiance destinées à rassurer la population congolaise et à instaurer un climat propice au dialogue. Ils insistent sur l'importance cruciale d'une application rapide de ces mesures, notamment par la création, avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, des mécanismes permettant, dans le strict respect du droit national congolais, la libération de prisonniers ou de détenus identifiés conjointement par les deux parties. Cette initiative vise à instaurer une confiance et à favoriser la reprise des négociations. Concernant la restauration de l'autorité de l'État, la déclaration souligne que celle-ci doit découler naturellement du règlement des causes profondes du conflit. Elle met en avant que l'accord de paix futur devra préciser non seulement les modalités, mais aussi un calendrier clair pour cette restauration progressive étendue à l'ensemble du territoire national afin de garantir une stabilité durable. Le texte prévoit également que le retour des réfugiés et des personnes déplacées devra s'effectuer dans des conditions sûres, volontaires et dignes conformément aux normes du droit humanitaire et international. Ce processus devra s'inscrire dans le cadre de mécanismes associant la RDC, les pays d'accueil et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin d'assurer un suivi efficace et respectueux des droits des personnes concernées. Par ailleurs, les parties réitèrent leur engagement à coopérer étroitement avec la mission de stabilisation en République démocratique du Congo et avec les mécanismes régionaux pour garantir la protection des civils et la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. Cette collaboration devra s'appuyer sur un mécanisme de vérification conjointement défini afin d'assurer la transparence et la conformité aux engagements pris. La déclaration de principe entrera en vigueur immédiatement après sa signature et doit être scrupuleusement appliquée au plus tard le 29 juillet 2025. Elle prévoit également l'ouverture de négociations directes afin d'élaborer un accord de paix global avec une échéance fixée au 8 août 2025. Ces discussions devront impérativement s'aligner sur l'accord signé le 27 juin dernier 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda dans le but de parvenir à une paix durable. L'objectif final, Papa Moussa, est de conclure et ratifier cet accord de paix global d'ici au 18 août 2025. Merci Mohamed Sangaré pour ces éclaircissements. Au Soudan, le tout nouveau Premier ministre Kamel Idriss a effectué une visite à Khartoum pour la première fois depuis sa prise de fonction en mai. Il a promis de reconstruire la capitale ravagée par plus de 2 ans de guerre. Et pour en parler, Lansine Keïta vient de me rejoindre dans ce studio. Bonjour. Bonjour Moussa Papaïda. Alors, quelles sont les raisons de ce déplacement du Premier ministre? C'est une visite de constat et d'évaluation de l'ampleur des dégâts après des années de conflits armés qui ont secoué profondément le pays. Il s'agit pour le Premier ministre Kamel Idriss de planifier la reconstruction de la capitale. Il a déjà présenté plusieurs projets de réhabilitation de Khartoum en vue du retour des déplacés qui ont fui les combats. Le Premier ministre a fait savoir que les opérations sont en cours pour enterrer les corps, neutraliser des milliers d'engins explosifs non désamorcés
et relancer les services administratifs. Il a aussi visité la raffinerie Al-Jaili au nord de Khartoum, reprise par l'armée régulière en janvier. Cette raffinerie qui a été détruite traitait plus de 100 000 barils par jour. Selon des responsables soudanais, sa remise en service prendra des années et nécessitera au moins 1,3 milliard de dollars. Moussa Papa Idra, cette visite du Premier ministre Kamel Idriss à Khartoum montre la montée en puissance des forces de défense soudanaises. Rappelons qu'après une carrière bien remplie en diplomatie, Kamel Idriss a été nommé en mai dernier par le président, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, pour former un gouvernement d'union pour bâtir un Soudan unique épargné par les guerres. Un gouvernement qui est toujours basé à Port-Soudan depuis la destruction de Khartoum par les paramilitaires du général Mbeti Di Daglo, opposé au général Abdel Fattah al-Burhan. Moussa Papa. Merci beaucoup, Lansine Keita, à l'instant sur le dossier soudanais. Nous continuons avec l'actualité internationale. En Poitiers, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné vendredi un stagiaire infirmier à 3 ans de prison ferme pour injure publique à l'encontre du président de la République. Au début du mois, il avait publié un commentaire jugé insultant envers le chef de l'État sur Facebook, une condamnation qui suscite un débat sur la liberté d'expression et ses limites dans le pays. En Syrie, un calme précaire s'installe à Soïda après une semaine d'affrontements sanglants entre factions druzes et miliciens bédouins sunnites. Les autorités syriennes ont annoncé aujourd'hui la fin des combats dans la ville de Soïda, au sud du pays. Le conflit, soutenu depuis les premiers jours par des troupes gouvernementales, a fait près d'1 millier de morts, des milliers de blessés, des dizaines de disparus et, selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 87 000 déplacés. Aux États-Unis, le conducteur de la voiture qui a foncé sur une foule à Los Angeles, faisant au moins 30 blessés, a été placé en garde à vue, a indiqué hier la police de la ville californienne. Transporté à l'hôpital et opéré après avoir été blessé par balle dans la confusion qui a suivi le moment où il a heurté un groupe de personnes rassemblées devant une boîte de nuit. Tôt hier, le suspect a été placé en garde à vue. Il se trouve dans un état grave, a-t-elle précisé la police, et pourrait être poursuivi pour tentative de meurtre. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. est attendu ce dimanche à Washington pour une visite de 3 jours à l'invitation de son homologue américain Donald Trump. Ferdinand Marcos Jr., au pouvoir depuis 2022, doit rencontrer Donald Trump, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ainsi que le ministre de la Défense. Au menu des échanges, le renforcement des liens bilatéraux, la sécurité en Asie-Pacifique et surtout une menace de surtaxe douanière de 20% qui pèse sur les exportations philippines. Nous sommes en Chine à présent. La Chine qui lance au Tibet la construction d'un méga barrage controversé sur un fleuve traversant bien sûr le Tibet et l'Inde, dénommé le barrage de Mutuo. Cette infrastructure routière sera le plus grand au monde. À terme, le barrage de Mutuo aura une capacité de 60 gigawatts, soit le triple du barrage des Trois Gorges dans la province du Hubei, actuellement le plus puissant du monde. Au Japon, le Premier ministre conservateur Shigeru Ishiba pourrait perdre sa majorité à la Chambre haute lors des élections sénatoriales de ce dimanche. Après l'avoir perdu à la Chambre basse en octobre dernier, Shigeru Ishiba est issu du Parti libéral-démocrate au pouvoir, quasiment sans discontinuer depuis des décennies au Japon. L'inflation, les menaces de taxes américaines et l'émergence du Parti populiste xénophobe déstabilisent la coalition. Allez, du sport à présent. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, outille ses pays membres sur la médecine sportive à la faveur d'un séminaire de haut niveau élargi aux 3 pays de l'AES. Et sur le terrain, en football, les affiches des demi-finales de l'Euro féminin et de la CAN féminine sont connues. Au plan local, le club champion du Mali du foot féminin sera connu ce dimanche à l'issue de la dernière journée de la phase carré d'as du championnat national de la première division avec l'affiche USFAS AS Mandé. Voyons tout cela avec Famourou Djourté. Football féminin, le championnat national de première division prend fin ce dimanche 20 juillet à la faveur de la 6e journée de la phase carré d'as. Le champion du Mali sera connu à l'issue du choc AS Mandé USFAS prévu au stade Mamadou Konaté à partir de 16h30. L'USFAS
est pour le moment en tête du classement avec 12 points. L'AS Mandé compte 10 points. Le calcul est simple. L'AS Mandé doit impérativement gagner pour garder sa couronne. Pour rappel, les deux équipes se sont croisées en finale de la Coupe du Mali il y a quelques semaines. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des militaires 1-0. Le match de cet après-midi sera donc une rencontre à quitte ou double. CAN féminine Maroc 2024, les affiches des demi-finales sont connues. Ce sera Maroc-Ghana et Nigeria-Afrique du Sud. En quart de finale, disputé vendredi et samedi, l'Afrique du Sud, tenante du titre, a écarté le Sénégal 4-1 au tir au but. 0-0 était le résultat à la fin du temps réglementaire et la prolongation. Le Ghana est venu aussi à bout de l'Algérie 4-2 au tir au but. Le score était de 0-0 après prolongation. Le Maroc, pays hôte, a disposé du Mali 3-1 vendredi et le Nigeria a cartonné la Zambie 5-0. Concernant toujours le football chez les dames, les demi-finales de l'Euro féminin sont également connues. L'Angleterre affrontera l'Italie mardi 22 juillet et l'Espagne sera face à l'Allemagne le lendemain, mercredi 23 juillet. La finale se jouera dimanche 27 juillet à Bâle en Suisse. En parlant toujours football, mais cette fois chez les messieurs, tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle du Mali. Le coup d'envoi de la compétition a été donné hier. 2 matchs étaient au programme dans le groupe A. Derby Academy de la Ligue de Bamako a largement battu Elwij de Kidal 5-0. ATS de Koro de la Ligue de Mopti a étrié Tombouctou FC 7-1. Le FC Balanzan de Ségou était exempté de la première journée. Le groupe B entre en lice mardi 22 juillet 2025. Sortons du rectangle vert à présent. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, outille ses pays membres d'une stratégie en médecine sportive à la faveur d'un séminaire de haut niveau élargi aux 3 pays de l'AES. Les participants vont approfondir leurs connaissances sur les notions relatives à la vie et à la performance des sportifs dans leurs domaines respectifs. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce samedi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Seragatou Sissé pour le compte-rendu. La grande famille du sport, toutes disciplines confondues, parle d'un langage commun, la médecine du sport, à travers 3 piliers essentiels: la prévention, la prise en charge et l'éthique. Le ministère en charge des sports, en collaboration avec le département de la santé et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, organise ce séminaire régional d'envergure. Il s'agit de préparer mentalement les sportifs et garantir leur intégrité physique. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Nos sportifs sont en effet plus que jamais besoin d'un encadrement médical approprié qui favorise une bonne préparation des athlètes avant les compétitions, mais aussi un accompagnement adapté. Le défi à relever est énorme au regard de la modestie des moyens mis à la disposition de nos médecins sportifs. Ce séminaire a regroupé en plus des 8 pays de la zone 2 de l'ACNOA, ceux de l'AES, pour doter les participants de ressources humaines qualifiées dans l'encadrement médical performant. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Nous espérons qu'il y aura encore d'autres initiatives de ce genre-là entre ces 2 acteurs qui sont majeurs aujourd'hui dans le cadre de l'évolution du sport au Mali et en dehors du Mali. Le séminaire supervisé par le Comité national olympique et sportif du Mali et le Centre de médecine du sport prend fin ce lundi au CICB. Focus Santé. Dans Focus Santé, la rédaction fait aujourd'hui un zoom sur le savoir-faire des kinésithérapeutes du Centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de Tombouctou. Cette discipline de rééducation en médecine intervient pour traiter les cas d'AVC, les différentes formes de paralysie, entre autres. Il faut savoir aussi que dans ce centre, les différentes prestations offertes à la population concernent aussi la confection des prothèses et orthèses. Voyons les précisions avec Koumba Sissé avec le concours de la station régionale de l'ERTM Tombouctou. Prendre en charge les victimes d'accidents vasculaires cérébrales, autrement dit AVC, ou d'autres formes de paralysie, les malformations chez l'enfant fait partie des services offerts à la population de la région de Tombouctou par le Centre d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle. L'une des activités principales de ce centre est la kinésithérapie. Alassane Assissé, kinésithérapeute à l'hôpital régional de Tombouctou. La kiné, d'abord, c'est le traitement, thérapie par mouvement. Des gestes aussi qui sont coordonnés, des gestes qui doivent être compris par le malade, par le patient lui-même, et qui doivent être aussi, c'est-à-dire dirigés dans l'axe du corps. C'est un domaine qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire connu en tant que tel. Alassane Maman Traoré, accompagnateur. Quand nous venons ici, elle ne pouvait pas marcher. Dieu merci, avec quelques séances de kinésithérapie, elle fait ses besoins toute seule. Ce traitement à base de mouvements et de gestes précis intervient pour traiter des pathologies qui touchent les muscles, les os, les articulations, le système circulatoire ou neurologique.
Alassane Assissi. Au niveau de la chirurgie, par exemple, cas balistiques, ou sinon des patients qui sont hospitalisés à l'IT, donc qui ont des plaies, sont suivis par les kinés. En médecine, maintenant, nous rencontrons des cas tels que les AVC, les accidents vasculo-cérébraux, les personnes qui font les hémiplégies, c'est-à-dire les paralysies de la moitié du corps. En traumato, tout ce qui est séquelles de traumatisme est référé normalement en kinésithérapie. Au niveau de la pédiatrie, il y a des cas vraiment très particuliers qu'on rencontre ces dernières années, tels que les cas de plexus brachial, qui sont très fréquents. Et il y a aussi des enfants qui naissent avec des malformations congénitales. Au-delà de ça, en gynéco, par exemple, nous faisons la prise en charge des femmes qui font des accouchements dystociques. C'est-à-dire les accouchements dystociques, c'est quoi? C'est qu'il y a des femmes qui accouchent et après elles perdent soit les 2 membres ou les 4 membres. Et d'autre part aussi, il y a des patients tels que les cas de lombalgie, tels qui ont les problèmes de dos. Nous faisons aussi la prise en charge des cas de hernie discale. La kinésithérapie est aussi pratiquée pour le traitement de certaines insuffisances respiratoires. La pneumopathie ou les dyspnées respiratoires ou sinon des encombrements, que ce soit au niveau des urgences ou sinon chez les enfants en pédiatrie. Et ça aussi, nous faisons ce qu'on appelle la kiné respiratoire. À l'hôpital de Tombouctou, les équipements et matériels sont disponibles pour prendre en charge les retards de croissance, les paralysies, les douleurs osseuses ou musculaires. Même si nous n'avons pas tout, nous avons au moins le 70 voire le 80% des matériels disponibles qui nous permet vraiment, c'est-à-dire de faire face à tous les besoins vis-à-vis d'un patient qui nécessite une prise en charge en kinésithérapie. Autre activité pratiquée au centre d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle de Tombouctou, la confection des prothèses et des orthèses pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap physique. Focus Santé. Moussa Papaïdara a pris un grand plaisir à vous présenter ce journal, mise en onde bien assurée par Bintou Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci également à Dossé Baba Diarra. Merci également à vous aussi pour votre attention. Restez sur vos positions d'écoute. Notre programme continue, mais n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée dominicale à tous sur le RTM.